Bienvenue à la saison 3 de Regard féministe, un podcast qui vous est présenté par l'organisme Salvas, le service d'aide légale pour victimes d'abus sexuels. Le but de ce podcast est de discuter avec nos invités d'une multitude de sujets afin de s'instruire, de se questionner et de repenser les codes ensemble, le tout sous une perspective féministe. Un merci tout particulier aux productions Arborescence qui ont rendu cette saison possible. Veuillez également noter que les épisodes ont été enregistrés au printemps 2022. Mon nom est Benjamin Gardena, je suis monteur et l'un des animateurs de la saison 3 et, sans plus attendre, je vous souhaite un bon épisode. Bonjour, je me présente, je m'appelle Charlotte Groux, je suis finissante au baccalauréat en droit à l'UQAM et c'est ma deuxième session comme bénévole au sein de l'organisme Salvas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec Francis Dupuy-Derry, qui est chercheur et professeur à l'UQAM en sciences politiques. Il étudie notamment les mouvements sociaux comme la répression policière, l'anarchisme, la démocratie, mais aussi l'antiféminisme et le masculinisme, qui sont justement les sujets de l'épisode d'aujourd'hui. À ce titre, Francis Dupuy-Derry a écrit le livre « La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace », publié en 2018 aux éditions du Remue-Ménage, livre dont nous allons beaucoup reparler aujourd'hui. Aussi, ça fait plus de 15 ans qu'il effectue des recherches sur le discours de la crise de la masculinité, notamment en collaboration avec l'historienne et sociologue Mélissa Blais. Donc, bonjour Francis. Bonjour Charlotte, merci de me recevoir. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, j'ai envie de te demander pourquoi tu te positionnes comme allié féministe et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as commencé à t'intéresser à des thèmes comme l'antiféminisme et le masculinisme? Alors, pour faire une histoire courte, disons que je suis né en 66, donc de toute évidence, ça ne va pas être une histoire courte parce que je remonte à ma naissance, et donc je suis rentré à l'Université de Montréal en sciences politiques dans les années 80, au baccalauréat. Et à l'époque, il y avait un cours optionnel en sciences politiques enseigné par un chargé de cours sur le féminisme. La moitié de la session, on voyait des auteurs comme Platon, Aristote, Machiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, puis ils nous expliquaient comment eux voyaient les femmes. Donc, on voit un peu le niveau là, de développement qui était très rudimentaire. Et au cycle supérieur, parce que j'ai fait ma maîtrise aussi, il n'y avait aucun séminaire dans les départements en études féministes. Donc, il y avait la criminologue féministe Marie-André Bertrand, qui est malheureusement décédée maintenant, qui avait créé un séminaire multidisciplinaire avec ses collègues féministes des différents départements pour qu'on ait la possibilité d'avoir un enseignement. Donc, et on ne parlait pas de féminisme dans les autres cours, il n'y avait pas de séance en théorie des relations internationales ou en politique canadienne, on ne parlait pas de ce sujet-là. Donc, quand j'ai commencé à entendre parler quand j'ai commencé à porter attention au discours antiféministe, surtout après l'attentat antiféministe à l'École polytechnique de Montréal le 6 décembre 89, où, comme vous savez, un jeune homme est rentré dans l'école, a déclaré qu'il détestait les féministes et a tué avec une arme semi-automatique 14 femmes, 13 étudiantes et une adjointe administrative. Mélissa Blais, justement, a écrit un livre là-dessus où elle explique très bien à la fois ce qui est arrivé, mais aussi les débats médiatiques qu'il y a eu pendant des années autour de cette tragédie. Donc, moi, en 89, 90, 91, on a commencé à entendre de plus en plus de discours antiféministes. Et ce n'étaient pas les discours antiféministes de type religieux contre le droit à l'avortement, par exemple, mais c'était ce discours-là qui dit que les hommes sont en crise, que les femmes prennent trop de place, que les féministes prennent trop de place, qu'il n'y a plus de place pour les hommes au Québec, que le Québec, c'est un matriarcat, que les hommes souffrent. Et la tuerie de l'École polytechnique a été expliquée par ça. Et on entendait ça sur d'autres tribunes, qu'on ne pouvait plus, après Polytechnique, il y a des gens qui disaient ben là, je ne peux plus aller dans des bars puis cruiser les filles parce que je me fais regarder. Alors là, ils comparaient ce petit problème qui était probablement imaginé en partie avec 14 femmes qui se faisaient tuer. Et donc, ce discours-là a commencé à vraiment m'énerver. Et donc, quand moi, je m'énerve, généralement, ça finit par un livre. Et donc, pendant les années 90, je prenais je colligeais des coupures de journaux de déjà Richard Martineau à l'époque d'Envoi, qui écrivait là-dessus, et d'autres qui disaient que les hommes vont mal, alors que moi, ce que je voyais dans la société, c'est que les hommes vont plutôt bien. Un homme peut être malheureux, peut être pauvre, peut être malade, évidemment, là, mais que les hommes, tendanciellement, c'est plus facile pour nous que pour les femmes. Et donc, non seulement je ne comprenais pas, mais plus je l'entendais, plus je commençais à me dire, ben non, en fait, je comprends c'est quoi l'enjeu, c'est un discours idéologique. Et
puisqu'on en a parlé, pourrais-tu définir ce qu'on entend par antiféminisme et masculinisme? Oui, donc avec Mélissa Blais, mais d'autres aussi, l'historienne Christine Barre en France, qui est spécialiste aussi de l'antiféminisme en France, Diane Lamoureux, qui était une professeure de sciences politiques à l'Université Laval, qui a pris sa retraite maintenant, et avec qui on travaille là, sur l'antiféminisme. Ce qu'on a vu, c'est que l'antiféminisme, comme d'autres mouvements, nous on considère que l'antiféminisme c'est un mouvement, c'est une idéologie, c'est un mouvement social. Et comme les autres mouvements sociaux, que ce soit le syndicalisme, le mouvement étudiant, le mouvement écologiste, le mouvement féministe, c'est un mouvement qui a plusieurs tendances et plusieurs fronts de lutte, disons, plusieurs enjeux. Donc, j'ai parlé des antiféministes religieux qui, eux, font souvent référence à Dieu. Les hommes et les femmes ont été créés par Dieu pour faire des enfants, surtout les femmes. Et donc, l'avortement, c'est un péché. Donc, ça, c'est une forme d'antiféminisme. C'est l'antiféminisme religieux, avec un objet de lutte, un sujet de lutte, c'est la question du contrôle de l'utérus, contrôle du corps des femmes et de la sexualité. Et ils ont leur organisation, leur réseau, c'est beaucoup des réseaux chrétiens. Donc ça c'est une forme d'antiféminisme. Il y a de l'antiféminisme, même à gauche et à l'extrême gauche, dans des syndicats qui vont dire non, le féminisme, ça nous détourne de l'attention des vraies luttes, il faudrait que ce soit la lutte de classe ou l'anticapitalisme avant tout, puis si on commence à parler de sexisme puis de racisme, ça va nous... donc ça fait au moins 150 ans que dans le mouvement socialiste, disons, il y a ce genre de rhétorique antiféministe. Et avec Mélissa Blais et d'autres, on a identifié un courant, c'est le courant qu'on appelle le masculinisme. Et donc, ce courant-là, il n'est pas nécessairement lié aux autres directement, c'est-à-dire que dans le discours masculiniste, il y a très peu de références, par exemple, religieuses, mais c'est un discours qui dit, et qui est antiféministe parce qu'il dit les hommes sont en crise. Pourquoi les hommes sont en crise? Ils sont en crise d'identité. Pourquoi les hommes sont en crise d'identité? Ils sont en crise d'identité à cause des féministes. Avant les féministes, la vie allait bien. Le rapport entre les hommes et les femmes, c'était tout le monde était à sa place. On savait quels étaient nos rôles. Et là, souvent, ils vont dire depuis les années 60, le féminisme radical, ça a complètement tout chamboulé. Et les perdants de ce féminisme-là, ce sont les hommes. Donc, les hommes souffrent à cause de ça. Et donc, oui, les femmes, c'était correct que les femmes aient le droit de divorcer, par exemple, mais le problème, c'est qu'elles divorcent. Donc, c'est correct d'avoir le droit, mais il ne faut pas le faire, parce que si elles divorcent, ben là, on devient malheureux, on perd nos enfants, on perd notre maison, on perd notre travail à cause des pensions alimentaires. Bref, c'est un discours de victimisation, de lamentation, de complainte, mais qui fait toujours porter le blâme aux féministes, et c'est dans ce sens-là que c'est antiféministe. Et donc, quelles sont les véritables fins derrière ce discours? C'est de remettre à leur place les femmes. C'est d'attirer la pitié. Parce qu'en fait, un discours de crise dans l'espace public, quand vous commencez à dire il y a une crise, la crise peut être réelle ou elle peut être inventée. Donc, si on prend un exemple, j'aime souvent prendre cet exemple-là au Québec, vous vous rappelez sans doute pas, j'ai comme l'impression que vous êtes plus jeune que moi, mais il y a eu la crise du verglas. Donc, quand il y a eu la crise du verglas, il n'y a pas eu tellement de débat à savoir s'il y avait vraiment du verglas ou pas de verglas. Tout le monde a vu qu'il y avait du verglas, surtout les gens qui habitaient sur la Rive-Sud. Et donc, on disait, il y a une crise, c'est la crise du verglas. Il y a une cause, c'est le verglas. Il y a des victimes, c'est les gens qui habitent sur la Rive-Sud. Et on interpelle les autorités pour avoir de l'aide. Donc, on peut inventer des crises. C'est-à-dire qu'on peut dire, il y a une crise alors qu'elle n'est pas réelle, mais même si la crise n'est pas réelle, le simple fait d'avoir dans le discours public un discours de crise, ça a le même effet. Ça va identifier la cause du problème. Donc, dans ce cas-ci, c'est les féministes et les femmes émancipées. Donc, il y a une crise des hommes. C'est la cause, c'est quoi? C'est les femmes émancipées et les féministes. Les victimes de la crise, ce sont les hommes. Et donc, on interpelle les autorités, on interpelle le public, on interpelle les partis politiques, on interpelle les psychologues, les travailleurs sociaux en disant, ben, les hommes ont besoin d'aide, ont besoin de ressources, ont besoin de... Il faut porter attention à nos problèmes et surtout arrêter d'écouter les féministes qui font juste... ils disent qu'ils inventent des fausses statistiques, qu'ils inventent des faux problèmes, qui ont déjà eu leur tour. De toute façon, ils disent que l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple, est déjà là au Québec. Ce qui est faux d'un point de vue... Moi, je suis en sciences politiques, hein, donc nous, en sciences politiques, on n'a pas... c'est une discipline assez conservatrice, là, on n'a pas des idées très originales. Quand on cherche qui domine dans une société, on va chercher au Parlement, on va chercher à la tête des compagnies, on va chercher qui commande l'armée, qui commande la police, qui a les plus grandes fortunes, qui prend les décisions dans les grands syndicats, dans les grandes associations étudiantes, le sport, c'est quoi les sports les plus financés, les plus prestigieux, les plus médiatisés, qui contrôle les réseaux criminels, qui contrôle les institutions religieuses, qui a le plus d'argent,
qui se fait plus tuer par l'autre. C'est ça qu'on regarde généralement en sciences politiques. Et par rapport aux hommes et aux femmes au Québec, ben, en fait, c'est majoritairement des hommes qui sont au sommet de toutes les institutions que je viens de nommer. Puis, tendanciellement, par rapport aux statistiques et par rapport aux violences entre les sexes, ben, les femmes, de toute évidence, se font beaucoup plus violenter par les hommes que l'inverse. Et à la fin, il y a plus de morts de femmes tuées par des hommes que l'inverse, évidemment. Et donc, moi, d'un point de vue de la science politique, je dis, ben, ça signifie donc qu'en fait, les hommes sont avantagés par rapport aux femmes, tendanciellement, en général. Mhm. C'est pour ça qu'il peut y avoir Céline Dion. Là. Céline Dion, ça a l'air d'aller pas si mal quand même pour elle. Là. Mhm. Et il y a la reine Élisabeth II et tout ça. Bon, il y a quelques femmes comme ça qui s'en tirent mieux que d'autres. Certaines exceptions. Maintenant, j'ai envie qu'on s'intéresse aux manifestations concrètes de la dite crise de la masculinité. Dans ton livre, au 6e chapitre, tu abordes plusieurs symptômes de cette crise, Oui. comme la difficulté des hommes à séduire les femmes, tu en as glissé un mot, le taux d'échec scolaire qu'ils vivent, le sujet délicat du taux de suicide chez eux, le rôle du père sacrifié lors des divorces et la violence vécue par les hommes. Pourrais-tu nous expliquer comment ces phénomènes sont utilisés pour justifier la crise de la masculinité? On peut prendre, par exemple, les sujets de la séduction et du suicide, ou comme tu le souhaites. Oui. Alors, donc, ce discours de... Juste un pas de recul avant. Ce discours de la crise de la masculinité, quand j'ai commencé à vraiment travailler sur le projet de livre, j'ai fait ce qu'on est supposé de faire quand on commence un sujet. J'ai pris mon ordinateur, j'ai mis des mots-clés, crise, masculinité, en anglais, en français, c'est les langues que je maîtrise. Et j'ai fait fonctionner les moteurs de recherche pour voir qu'est-ce qui sortait, qui avait déjà été écrit là-dessus. Et donc, à ma grande surprise, je n'avais pas conscience de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'historiens et d'historiennes qui ont travaillé sur cette notion-là des hommes en crise ou qui disent qu'ils sont en crise ou qu'il y a un discours de crise. Et on retrouve des exemples jusqu'au 16e siècle en Occident, par exemple, donc il y a plus de 500 ans, et à peu près à tous les siècles, et dans le Royaume de France, dans le Royaume d'Angleterre, après ça au 19e siècle, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, et puis maintenant on retrouve ça à peu près partout aussi, au Maroc, en Corée, en Chine, en Russie, au Mexique, un peu partout, en Afrique du Sud, tout ça, bon, même au Vatican. Et donc, j'ai été vraiment surpris. Je me suis dit, ben, ça n'a pas de sens que dans tous les systèmes politiques, tous les systèmes juridiques, quel que soit le droit de la famille, le droit des enfants, le droit des femmes, même quand elles ont à peu près aucun droit, il y a des hommes qui peuvent dire qu'ils sont en crise et que les femmes prennent trop de place. Je me dis, c'est vraiment étrange, le fait que ça soit si répandu. Mais dans chaque contexte, il va y avoir des sous-discours ou des axes de discours qui soutiennent le discours principal de la crise de la masculinité. Et là, comme tu viens de mentionner, dans le livre, je présente 4-5 discours qui sont contemporains aujourd'hui au Québec et j'essaie de présenter des faits contradictoires qui montrent que c'est des discours idéologiques fallacieux. Donc, ce discours-là, il est moins, on l'entend moins aujourd'hui, mais il y a une dizaine d'années encore, au Québec, on entendait beaucoup la question des taux de suicide. Le taux de suicide masculin est plus élevé que le taux de suicide féminin. C'est un sujet très délicat, le suicide. Là. Il y a des ressources, là, si jamais... c'est un sujet délicat. Chaque suicide, je sais pas si tu connais des personnes qui sont suicidées dans ton entourage, mais les personnes qui connaissent des gens qui sont suicidés dans leur entourage, généralement, c'est quelque chose qui continue à nous hanter longtemps. C'est vraiment quelque chose de bouleversant. C'est souvent mystérieux aussi. Il y a comme on essaie de comprendre les causes, c'est pas toujours clair. Puis la personne n'est plus là pour nous l'expliquer si elle laisse pas de mots explicatifs. Mais les masculinistes, au début des années 2000, ont commencé à dire au Québec, le taux de suicide est 3 à 4 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Donc, c'est la preuve que les hommes vont plus mal que les femmes. Mais même, ils vont dire, des groupes comme Father for Justice ou des auteurs comme Georges Dupuis, par exemple, qui avait écrit un livre sur ça spécifiquement, où le psychologue Yvon Dallaire disait, en fait, c'est les femmes qui poussent les hommes au suicide. Et Georges Dupuis est même allé en commission parlementaire pour dire, quand on parle des homicides conjugaux, il faut rentrer dans la balance les suicides, parce que lui, il prétendait qu'en fait, les conjointes poussent les hommes au suicide, donc c'était l'équivalent d'un homicide conjugal. Donc, c'est assez intense quand même comme récupération des suicides, là. Donc, ils récupéraient pour leur cause les suicides des hommes. Et donc, moi, ma démarche, ça va être de dire, oui, on voit effectivement qu'ils ont raison au niveau des taux,
C'est la même chose pour les problèmes scolaires des garçons. Les garçons ont tendanciellement plus de problèmes scolaires que les filles. Ça, c'est les statistiques qui montrent ça. Mais pour voir s'ils ont raison au niveau de leur discours, ce que moi j'ai fait comme démarche, c'est toujours aller voir dans l'histoire en premier. Donc, pour les suicides, en fait, le problème avec le discours masculiniste, c'est que ça ne fonctionne pas parce que déjà, à la fin du 19e siècle, on a des études sur le suicide qui comparent les hommes et les femmes, et le taux de suicide des hommes est déjà beaucoup plus élevé que celui des femmes, alors qu'au 19e siècle, les femmes n'ont pas le droit de vote, les femmes n'ont pas le droit de travailler sans la permission de travailler pour un salaire sans la permission de leur conjoint, choisir leur adresse, etc. Bon, bref, vous avez le droit des femmes, vous connaissez. Aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pays où, en fait, le féminisme a fait très peu de gains, comme au Mexique et en Russie, où le taux de suicide masculin est beaucoup plus élevé que le taux de suicide des femmes aussi. Donc, on se dit, bon, ben, donc, finalement, ça n'a pas rapport avec ça. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que quand on regarde les statistiques correctement, ben, ce n'est pas nécessairement lié au divorce. Par exemple, il n'y a pas de lien direct entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas ça qui explique le suicide des hommes, ce n'est pas ce que font les femmes. C'est, selon les épidémiologues, une des causes principales pour expliquer le suicide des hommes, c'est des enjeux économiques. Les crises économiques, par exemple, sont quelque chose qui sont importants. Et aussi les catégories d'hommes qui ont un taux de suicide le plus élevé, mais vraiment de manière vraiment très claire, ce sont les jeunes hommes autochtones, par exemple, au Canada, et les jeunes hommes qui soit sont ou commencent à se questionner sur leurs préférences sexuelles et qui commencent à regarder les orientations comme bisexualité, homosexualité. Évidemment, les personnes trans, les hommes trans, taux de suicide extrêmement élevé. Et donc, tout ça, ça n'a pas rapport avec le féminisme. On dirait même à l'inverse que le féminisme pourrait probablement les aider. Et c'est plutôt, en fait, la masculinité hégémonique, une masculinité conventionnelle, une masculinité de type viriliste, stéréotypé, cliché, qui nuit à ces hommes-là et qui peuvent les pousser à être en crise suicidaire, par exemple, par la stigmatisation des autres hommes à l'école, entre autres. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le travail que j'ai fait, c'est de prendre les différents discours de la crise de la masculinité et d'essayer de montrer, de montrer qu'avec des faits contradictoires, on voit que l'argument s'effondre. Et puis, par rapport aux difficultés de séduire qui sont évoquées en lien avec les avancées du féminisme, c'est quoi votre explication par rapport à ça? Oui, alors ça, il y a aussi ce discours-là, mais ça devient... ça, en fait, dans les dernières années, c'est devenu carrément tragique parce que ça fait vraiment longtemps, ça fait au moins 10, 15, 20 ans, peut-être même plus, qu'au Québec, et puis souvent, ça va être des comparaisons avec la France aussi, d'ailleurs. On va dire les hommes au Québec, c'est des hommes roses, c'est des hommes castrés, c'est des hommes gênés, c'est des hommes qui ne sont pas capables d'aborder les femmes, alors qu'en France, c'est facile, il y a une culture de la séduction, le romantisme français, l'exception française, etc. Et donc, France hexagonale. Et donc, il y a un problème au Québec au niveau de la capacité d'entrer en relation puis de prendre l'initiative. Donc, la première chose qui fonctionne pas vraiment avec ça, c'est qu'évidemment, ça nie ce que, si je reviens sur la comparaison avec la France, par exemple, ça nie le fait que plusieurs féministes en France disent, ben non, en fait, en France, c'est pas un avantage, c'est un problème, en fait, c'est que il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils sont en train de séduire alors qu'ils sont juste en train de nous harceler. Et d'ailleurs, quand des fois on dit non, ben en fait, on commence à se faire insulter, fait que le jeune homme romantique qui t'aborde en disant « oui, mais c'est juste parce que je te trouve belle », si tu lui dis non, ben finalement, il finit par t'insulter, donc c'est un peu bizarre comme conception du romantisme et de la drague, et donc c'est de l'agression en réalité. Donc, premièrement, il y a cet enjeu qu'on a vu aussi avec MeToo. Moi aussi, là, en France, il y a eu des gros débats sur le droit d'importuner. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est entre toi et moi, moi, je pense que les hommes québécois, je dis les hommes québécois, c'est évidemment, disons, la majorité d'origine européenne, pour le dire comme ça. Ils ont leur technique de drague anyway, de toute façon. Il y a évidemment des gens gênés. Moi, j'étais un jeune garçon gêné, donc moi, je ne savais pas comment draguer, moi, de fait. Mais c'est pas mon cas individuel qui fait une théorie générale. Puis de toute façon, finalement, ça n'a rien changé parce que je me suis finalement retrouvé en couple. Puis après ça, j'ai été avec un autre couple, dans un autre couple et tout. Donc, au fur et à mesure qu'on regarde l'évolution de la société québécoise, où apparemment les hommes sont pas capables de draguer et ça ne marche pas, bien on a en fait
une société où, ben oui, les hommes sont en couple, les hommes ont des enfants, les hommes se divorcent, les hommes se remettent en couple. Donc, apparemment, l'hétérosexualité, les relations hétérosexuelles, elles fonctionnent au Québec. Ça ne semble pas être un enjeu, mais le problème avec cette question-là, c'est que c'est devenu tellement radicalisé comme discours que depuis quelques années, depuis maintenant une dizaine d'années environ, il y a un phénomène qui s'est développé sur le web qui est extrêmement problématique, qui est le réseau des incels, donc les involuntary celibates, les célibataires involontaires. Ce sont des jeunes hommes qui disent qu'ils n'ont pas eu de sexualité encore et qui accusent les femmes de ne pas leur donner la sexualité auquel ils prétendent avoir droit. Donc, on est plus loin que dans la simple complainte de « les hommes ne peuvent pas draguer », parce qu'en fait, dans ces réseaux-là, et je ne dis pas que tous les incels sont d'accord avec ça, mais dans ces réseaux-là, ont émergé des terroristes. Aux États-Unis, il y a eu plusieurs attentats revendiqués incel avec des vidéos diffusées en ligne, des sortes de manifestes qui ont fait école. On a eu ça à Toronto en 2018 qui se revendiquait d'un des incels des États-Unis, de Californie. Même Alexandre Bissonnette qui a attaqué la mosquée à Québec et qui a tué 6 musulmans pendant le vendredi soir, le soir de la prière. Lui aussi, il idéalisait ces terroristes incel. Et Alexandre Bissonnette, les témoignages de ses camarades de classe à l'Université Laval en sciences politiques et d'autres disaient c'est un misogyne, c'est un antiféministe par ailleurs, en plus d'être islamophobe. Donc, en fait, de cette sorte de complainte, de ressentiment, se développe en fait carrément de la haine des femmes. Et donc, on n'est pas du tout dans une approche bienveillante et romantique et du jeune garçon timide qui se dit « Ah, comment je vais faire pour parler à celle qui m'impressionne tant ?» On est dans une posture de haine des femmes. Et justement, quand on pense aux antiféministes ou aux masculinistes, on peut croire qu'il s'agit d'un groupe d'extrémistes. Néanmoins, penses-tu qu'il s'agit d'un phénomène qui est cantonné à un certain groupe ou la plupart des hommes peuvent tenir ce type de discours d'une manière ou d'une autre à différents degrés? Ou même les femmes, est-ce qu'elles peuvent entretenir un discours masculiniste? C'est une bonne question. Tout à fait, oui, les femmes peuvent être antiféministes, absolument, et masculinistes. Donc, je commence par les catégories d'hommes, puis après ça, je reviens aux femmes. Les catégories d'hommes, en fait, le discours, ce que j'ai dit tout à l'heure là, par rapport aux différents courants antiféministes, bien là, évidemment, il y a les courants religieux, par définition, ça va être aux États-Unis, par exemple, c'est par définition des personnes qui sont liées aux communautés religieuses, surtout catholiques, sur la question de l'avortement, qui sont liées à des groupes plus conservateurs. Mais pour les masculinistes, c'est beaucoup plus diversifié. Parler des involuntary celibates, ben ça, par définition, les célibataires involontaires, c'est généralement des cohortes plus jeunes. Donc, c'est du 16-17 ans à fin vingtaine, disons, début trentaine. Mais tout le réseau des groupes de pères séparés et divorcés qui reprennent le discours que systématiquement, les hommes sont privés des enfants quand il y a séparation, systématiquement, ils doivent payer des pensions alimentaires, systématiquement, les juges accordent le droit de garde aux mères. T'es en droit, les études sur le droit de la famille montrent que c'est un discours qui est totalement faux, on pourrait revenir, mais je l'explique assez bien, assez bien, je ne sais pas si je l'explique bien, mais j'espère bien l'expliquer dans le livre. En tout cas, je me base sur des études en sciences juridiques sur le droit de la famille en France et au Québec qui montrent qu'en fait, c'est pas vrai, il n'y a pas cette systématicité que les groupes de pères séparés et divorcés prétendent qu'il y a dans les tribunaux de la famille. Bref, donc, au niveau des divorces, par définition, les masculinistes, là, ils sont plus vieux. Ils sont plus vieux, pourquoi? Ben parce que c'est des hommes qui ont eu le temps d'avoir des enfants puis qui ont eu le temps de divorcer. Donc, on est dans la 30, 40, 50 ans. Il y a des psychologues, il y a des chroniqueurs aussi. Donc, puis, comme je disais, comme je rappelle souvent, c'est que aussi on peut avoir un discours de la crise de la masculinité, de la trop grande de complaintes par rapport à la place que prennent les femmes, les féministes et tout. Et on peut être de droite. C'est souvent un discours qui est associé à la droite plus conservatrice ou réactionnaire. Mais on peut être à gauche, progressiste et tenir ce discours-là aussi. Donc, tendanciellement, ils sont, disons, les masculinistes peuvent être un peu partout. Et pour les femmes, donc, il y a des femmes antiféministes, tu en connais peut-être. Il y en a qui ont des chroniques, dans le Journal de Montréal, par exemple. Il y en a qu'on croise. Et ça, il y a différentes raisons qui expliquent pourquoi des femmes sont antiféministes. Il y a des théories sociologiques qui expliquent pourquoi des femmes sont antiféministes.
mais c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire que dans toute lutte politique, quand il y a deux camps, il y a des personnes qui ne se retrouvent pas dans le camp où on pense qu'elles devraient se retrouver. Donc, par exemple, je vais donner un exemple connu, par exemple, la lutte très inégale et asymétrique, mais totalement imbriquée dans l'histoire des deux sociétés qui est entre Israël et la Palestine, par exemple. Ben, il y a quelques juifs israéliens, des citoyens d'Israël qui sont juifs, qui sont pro-palestiniens. Il y en a quelques-uns. Ils ne sont pas, donc pas là où on pense qu'ils devraient être. Mais de l'autre côté, il y a quelques Palestiniens qui collaborent avec l'État d'Israël. Même, ça peut être de façon cachée, ça peut être, c'est ce qu'on appelle des collaborateurs ou des traîtres. Il y a ça dans toutes les luttes politiques. Il y a des personnes qui sont dans l'autre camp pour différentes raisons. D'être acceptées par le plus fort, d'avoir des avantages. Et donc, il y a des femmes qui sont antiféministes aussi parce soit qu'elles ont une mauvaise compréhension du mouvement féministe, soit qu'elles ont des valeurs, elles ne sont pas juste des femmes, elles peuvent être des femmes avec une conception très fondamentaliste de la religion, par exemple. Elles peuvent être des femmes très conservatrices ou réactionnaires qui n'aiment pas l'égalité, qui n'aiment pas que tout le monde ait le même droit, qui pensent qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie naturelle dans la société. Il y a des femmes qui sont lesbophobes et qui pensent que les féministes, c'est toutes des lesbiennes, qui est un stéréotype qui est courant. Et il y a des femmes qui vont tirer des avantages institutionnels à défendre le Boys Club et parce qu'elles veulent être acceptées par le Boys Club. Et donc, elles vont tirer avantage à ça. Et le discours masculiniste, il a cela de particulier, de pernicieux, que contrairement à d'autres discours antiféministes, comme les hommes disent « on souffre », il va chercher la fibre au niveau de la socialisation des femmes. Je ne te connais pas très bien, donc je ne sais pas si tu as de l'empathie, mais en termes de socialisation des femmes, c'est sûr que vous êtes plus éduqués, plus socialisés, à avoir plus d'empathie que les hommes, ce qu'on appelle le care, être plus bienveillante, on va associer ça à la maternité, bon. Et ça a des effets concrets dans votre vie. C'est souvent vous qui allez vous retrouver à être proche aidante ou aidante naturelle, à aider le père malade, à accompagner les enfants, les soigner, etc. Donc, cette idée d'empathie qui vous est inculquée par... Les hommes peuvent être empathiques aussi, là, mais il y a le Père Noël, il est empathique, lui, mais qui vous a été inculquée, fait que je pense que le discours de la crise de la masculinité, il est pernicieux, puis il peut aller chercher cette fibre-là chez vous en disant, ben là, vous n'êtes pas gentil avec nous, vous nous faites souffrir, et donc, aidez-nous. Alors que si, par exemple, comme je te dis, je te connais pas très bien, donc je sais pas, mais si, par exemple, toi, tu es athée, ben peut-être que le discours sur l'avortement de groupe catholique qui dit le pape a dit qu'il ne faut pas se faire avorter parce que Dieu a dit, ben si toi, tu es athée, c'est un discours qui ne te rejoindra pas du tout, tu vas dire, ben je m'en fous, tu sais. Mais que si on dit je souffre en tant qu'homme à cause des femmes, c'est quelque chose qui peut expliquer que certaines femmes se font avoir par ce discours-là aussi. Donc, si je comprends bien, tenir un discours de crise de la masculinité, c'est peut-être pas si exceptionnel que ça. Et donc, que répondre à des gens qui ne se sentent pas concernés quand on parle d'antiféminisme ou de masculinisme? Qu'est-ce que tu veux dire, pas concerné, dans quel sens? Justement, de penser que ça ne concerne que des groupes extrémistes, que ça concerne que l'autre. Ah oui, dans ce sens-là. Non, moi, je pense qu'en fait, j'aurais tendance à dire que c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'au niveau des discours antiféministes, je pense que le discours de la crise de la masculinité, c'est celui qui est le plus répandu et qu'on peut le retrouver dans nos familles, dans des repas de famille, dans des cercles d'amis, avec des collègues aussi, dans les différents milieux de travail. Alors que ce que je disais tout à l'heure, je reviens tout le temps avec le même exemple, surtout au Québec, où il y a un fort consensus, par exemple, sur le droit à l'avortement. Ce type de discours-là, il va moins passer, ou des discours vraiment très réactionnaires ou archaïques, là, genre la femme doit rester à la maison, comme dans le bon vieux temps. Les gens vont moins oser dire des choses comme ça va être moins répandu. Mais le discours de la crise de la masculinité, il en vient à dire ça, mais de façon comme euphémisée et cachée, en disant ben, les femmes maintenant sont partout, dans tous les lieux de travail, il n'y a plus de place pour les hommes ne se font plus embaucher, on privilégie les femmes divorcent, elles nous laissent tomber. Ça laisse entendre un peu que c'était mieux quand les femmes restaient à la maison, s'occupaient des enfants, n'allaient pas sur le marché du travail ou restaient dans des secteurs d'emploi qui étaient vraiment ce qu'on appelait les secteurs d'emploi féminins. Donc, ça laisse entendre ça. Mais ce discours-là, je pense qu'il est très répandu.
Et donc il est, c'est ça, il est plus répandu, puis il est repris aussi, j'ai parlé des différents axes de discours, il va être repris, par exemple, sur l'éducation, sur le fait qu'on pense que les garçons, c'est plus difficile pour les garçons à l'école que pour les filles, ce qui est statistiquement vrai en termes de tendance, sauf que quand on regarde les études dans l'histoire et les études dans le comparatif, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, pour ce qu'on en sait, c'est vrai au moins depuis 150 ans, et c'est vrai dans au moins, il y a des études, des méga-analyses, des méta-analyses qui ont montré que ces chiffres-là sont vrais dans plus de 110 pays, même aux Émirats arabes unis, au Qatar, les filles ont des résultats scolaires meilleurs que les garçons, là. Et je lisais les journaux ce matin pour voir si les féministes avaient pris le contrôle des Émirats arabes unis, mais apparemment pas encore, là. Mais cette idée que, par exemple, l'éducation, ce serait mieux si les garçons se chamaillaient, si on laissait les garçons se battre, parce que c'est ça la vraie nature des garçons. Puis là, aujourd'hui, au Québec, on castre les garçons, on féminise les garçons, l'éducation est trop féminine. C'est un discours qu'on peut entendre souvent, même à l'école, même chez les pédagogues, même chez les enseignants. Il y a des écoles qui ont créé des groupes de discussion entre enseignants sur comment aider nos garçons. Il y a eu des expériences totalement absurdes sur la Côte-Nord, en plus, entre autres, par exemple, sur la Côte-Nord, où ils ont organisé des batailles pendant la cour de récréation. C'était des batailles supervisées entre garçons, là. Ils leur mettaient des casques de hockey, puis ils les padaient, puis là, ils disaient « vous pouvez vous battre ». Là. Et donc, moi, ce que je fais maintenant à l'université, à la pause, je dis aux gars, allez vous battre, là. Ils ont tellement des meilleures notes après ça, là, ça fait vraiment augmenter la moyenne, là. C'est vraiment efficace, là. Bon, il y en a 2-3 qui partent à l'hôpital, là, mais c'est pas grave, là, pour la moyenne générale monte vraiment beaucoup, là. C'est une méthode pédagogique excellente, là. Et je fais des blagues, mais c'est complètement absurde. Ça va totalement à l'encontre vraiment de la lutte contre l'intimidation. Ça va à l'encontre d'une réflexion à long terme. Oui, mais si on n'arrête pas d'inculquer aux garçons qu'être un garçon, c'est se battre, qu'est-ce que ça fait après ça quand il y a 25 ans puis 30 ans puis il y a un conflit avec sa conjointe ou avec... ça marche pas, là. C'est pas... Il faut... Puis de penser que ça a une valeur pédagogique, c'est évidemment absurde, là. Donc, bref, c'est ce genre de discours qu'on peut retrouver selon les secteurs, selon les thématiques, dans différents endroits, puis même des fois par des personnes qui sont en position d'autorité, comme l'exemple que je viens de donner dans les écoles, là, où le ministre de l'Éducation à l'époque avait d'ailleurs appuyé cette initiative-là. Cette prochaine question nous provient du public dans la mesure où j'ai fait une certaine enquête auprès de mes proches. Donc, la question est la suivante. Dans quelle mesure peut-on s'affirmer et s'assumer dans sa masculinité sans tenir un discours masculiniste? Où trace-t-on la ligne? Il faudrait que tu me dises qu'est-ce qu'ils entendent par masculinité. Est-ce que tu le sais? Pas nécessairement, mais je pense que ça peut vouloir insinuer le fait de se tenir dans des groupes non mixtes, d'hommes, même chose pour des sports non mixtes, de tenir une certaine fierté. Derrière ça aussi, les problèmes évoqués avec la séduction, je pense qu'on les entend beaucoup présentement après les vagues de dénonciation, oui. MeToo. Donc, comment réconcilier ça, justement, le fait d'avoir une fierté au fait d'être masculin sans vouloir avoir le discours de la crise de masculinité dont tu nous parlais? Ah, mais je ne sais pas si ça veut bien répondre aux personnes qui ont répondu à ton super sondage, mais il y a peut-être une marge d'erreur, je ne sais pas, il faudrait que tu me dises l'échantillon, mais je ne sais pas si ça va bien répondre, là, mais moi, je pense différentes choses sur cette question-là. Je pense que ce qu'on appelle l'identité féminine, l'identité masculine, c'est probablement une des choses qui nous est inculquée au tout début de notre vie, qui est vraiment structurant de la façon dont on se perçoit, dont on se comprend et de la manière dont on se comporte. Mais pour moi, ce qui est intéressant à regarder, je suis en sciences politiques et je m'intéresse au rapport de pouvoir et au rapport de domination et au rapport inégalitaire, c'est de voir qu'est-ce qui est lié entre ceux qu'on dit, ça c'est les hommes, ceux qu'on dit, ça c'est les femmes. Je reviens à mes exemples de qui est au sommet des institutions, qui a plus d'argent, qui a plus de pouvoir, qui en a moins, qui travaille gratuitement pour les autres, qui se sacrifie, qui est dans des positions subalternes. Donc, pour moi, la masculinité et la féminité, c'est avant tout des identités politiques. C'est un peu bizarre, je sais qu'on n'a pas l'habitude de penser ça comme ça, mais c'est des positions politiques dans la société qui fait qu'on a plus ou moins d'avantages ou plus ou moins de pouvoir. Et ce qui est considéré comme
les qualités féminines ou les qualités masculines. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'empathie qui était... les femmes sont socialisées et éduquées à avoir plus d'empathie que les hommes. Les hommes sont socialisés et éduqués à être plus combatifs, plus dans la compétition. Mais moi, je pense qu'en réalité, ces valeurs-là, ou ces qualités-là, ou ces comportements-là, c'est des valeurs, des comportements, des qualités qui sont humaines. Et on devrait en fait avoir, chaque être humain devrait avoir en principe une capacité d'empathie, une capacité de compétitionner, une capacité d'une certaine agressivité dans la mesure où des fois il faut se défendre, il faut être actif, mais il faut aussi pouvoir exprimer de la douceur, pouvoir écouter, pouvoir parler, pouvoir partager, pouvoir avoir des idées, des initiatives, un certain leadership. Bref, tout ça, c'est des comportements, des attitudes ou des qualités qui sont humaines. Et moi, je pense qu'un être humain qui a une large palette de capacités ou de qualités a plus de liberté, et a plus une expérience humaine plus diversifiée que quelqu'un qui dit, ben non, moi, je veux juste avoir les capacités ou les comportements ou les qualités masculines, puis pas les féminines, puis les féminines, les femmes ont les autres. Ce qui serait comme nous diviser en deux, puis perdre une moitié de notre humanité, ce que je trouve absurde. Et en plus, je pense que même, c'est pas bon et pas efficace dans ta journée. Des fois, tu te lèves le matin, tu es empathique, puis l'après-midi, t'es pas content, tu es plus agressif, puis le soir, ben, tu es passif, puis tu regardes la télé. Et donc, tu n'es pas tout le temps dans le même type de comportement. Et donc, tout ça pour dire que je ne me rappelle plus du tout c'était quoi la question sur le sondage. Ah oui, c'est ça. Et donc, quand les féministes nous interpellent ou créent on peut dire lancent un défi, nous interpellent, dénoncent. Tu as mentionné la vague de dénonciation, moi aussi. Au Québec, il y en a eu 2, 3. Hein. Il y a eu une première vague autour de l'UQAM. Il y avait eu Alerta Feminista, qui était un site de dénonciation au début des années, vers 2010 à peu près, là, qui était un site de dénonciation. Puis il y avait eu aussi des autocollants qui avaient été placés sur des portes de professeurs qu'on dénonçait comme agresseurs sexuels ou harceleurs sexuels. Puis après ça, il y a eu le mois aussi, le premier. Après ça, il y a eu... L'été 2020. Exact. Il y a eu la deuxième vague, puis il y a eu aussi Dis son nom. Donc, il y a différentes vagues qui ont eu lieu, au Québec, entre autres, pas seulement. C'est vraiment impressionnant. C'est des milliers et des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de femmes qui ont dit qu'ils avaient été agressées. Quelques hommes aussi, situation d'inceste ou des choses comme ça dans leur famille, mais c'est des milliers et des milliers de femmes qui disent qu'ils ont vécu des agressions sexuelles ou des relations sexuelles, non pas mais des relations sexuelles non consenties. Et donc, les hommes se sont sentis interpellés par ça. Et il y a des hommes qui se sont sentis déstabilisés, puis il y a des hommes qui se sont dit, ben on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus, etc. Mais moi, j'espère qu'on s'est senti déstabilisé par ça, parce que si on ne s'était pas senti déstabilisé par ça, il y aurait un méchant problème. Et donc, c'est sûr qu'il faut qu'on prenne un peu de recul et qu'on réfléchisse à nos affaires. Et si on se retrouve à discuter de ça avec des hommes, ça peut être tout à fait correct par ailleurs. Moi, j'ai dit au début que j'étais arrivé à l'université dans les années 80. Dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, il y avait la Fédération canadienne des étudiants et étudiantes, ou la Fédération étudiante canadienne, je ne sais plus, c'était une fédération nationale, avait lancé une campagne sur le consentement. Et c'était No means no. Donc, non veut dire non. Ça, c'était la notion qu'on avait du consentement à l'époque, qui était un terme qu'on n'utilisait à peu près jamais, le consentement, quand moi j'avais 20, 25, 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas des relations sexuelles consentantes, mais c'était un concept qu'on n'avait pas dans notre tête, en tout cas nous, les gars avec qui je parle. Et la campagne même du mouvement étudiant, c'était non signifie non. Donc on voit bien que 30 ans plus tard, maintenant c'est devenu sans oui, c'est non, ce qui est vraiment différent comme conception du consentement. La notion du consentement est vraiment omniprésente maintenant dans les discussions. Et il y a eu toutes ces campagnes de dénonciation. Donc, c'est normal que les hommes se retrouvent entre eux éventuellement puis disent « Ouais, ben maintenant, quand j'y pense, ça, c'était peut-être pas correct, ou ça, j'aurais peut-être dû faire ça comme ça, ou ça, la prochaine fois, je ferai pas ça, ou qu'est-ce que j'ai fait, ou là, je comprends des choses que je comprenais pas. » Et on peut se sentir coupable, pas coupable, on peut essayer de réparer, de s'améliorer, etc. Mais il faut qu'on se sente interpellé. Si on ne se sent pas interpellé, ça ne marche pas, là. Absolument. Mais ça ne veut pas dire qu'on est plus ou moins des hommes. Pour moi, c'est pas... parce que la question était liée à la question de la masculinité. Ben, je vois pas en quoi ça
ça fait qu'on est plus ou moins masculin si on se sent interpellé par ça puis qu'on commence à réfléchir à ça. Là. Mhm. Maintenant, j'ai envie qu'on aille un peu ailleurs. Dans ton article « Le masculinisme, une histoire politique du mot en anglais et en français », il y a un extrait de l'auteur Michael Kimmel qui a piqué ma curiosité et qui définit le masculinisme comme étant principalement la résistance à la féminité, aux forces qui adoucissent les hommes. C'est par l'évitement des femmes et la résistance à la féminité que les masculinistes espèrent faire revivre leur masculinité. Oui. Et donc, la question que je me pose, c'est d'où vient cette peur des hommes de se voir associés à des traits dits traditionnellement féminins et plus généralement d'être associés à des femmes? Oui. Parce qu'en fait, la séparation de la société occidentale en deux sexes qu'on présente, il y a même l'expression les sexes opposés, c'est quand même une expression forte, là, les sexes opposés. C'est quelque chose de tellement structurant que, et d'autres personnes vont dire, qu'est-ce que c'est être un homme? Être un homme, c'est pas être une femme. Et être une femme, c'est pas être un homme. Donc, il y a vraiment un élément d'opposition, et c'est pour ça que je reviens à mes questions de, on est persuadé qu'il y a des comportements, des attitudes, des valeurs, des fonctions, des rôles, des vêtements, des coupes de cheveux, des tons de voix, des types de voitures, des couleurs, etc., qui sont associés au féminin, des activités de plein air, etc., c'est des sports. Ça, c'est féminin, et les autres, c'est masculin. Les équipes sportives sont non mixtes, il y a plein de choses qui sont en plus formellement en non-mixité. Puis sinon, on se dit, ah ben ça, c'est une fille qui est dans un métier d'homme, ou ça, c'est un homme qui est dans un métier de femme. Et dans cette construction de la société divisée en deux sexes de façon le plus asymétrique possible et distinct, il y a des encouragements, mais il y a aussi des punitions. Et les hommes, entre nous, on se punit. C'est-à-dire, on va se punir si ça peut commencer très jeune, y compris dans la cour de récréation à l'école. Les hommes qui sont construits comme pas assez masculins, ils vont être punis par les autres hommes. Et quand on punit un camarade de classe, par exemple, parce qu'on le considère trop féminin ou qu'il n'est pas assez masculin, c'est pas juste lui qu'on punit, on donne l'exemple aux autres aussi. C'est ça qui t'attend si tu marches pas avec nous dans le rang, si tu n'es pas dans le boys club. Et entre femmes et entre filles, je pense que vous pouvez aussi avoir des pratiques qui peuvent être particulièrement pénibles. Donc, je ne dis pas que c'est juste d'un côté. Mais donc, c'est ça. Donc, il ne faut pas qu'on passe pour féminin parce qu'on va avoir un stigmate, on va nous punir. La punition peut être par la ridiculisation, la stigmatisation, l'isolement. Ça peut aller jusqu'à, évidemment, des punitions physiques, du harcèlement. Et donc, il faut tenir le rang. Et ça fait partie de la socialisation et de la construction des identités. Et là-dedans, évidemment, on prend pour acquis que ça, c'est lié aussi avec la division, on prend pour acquis que ça, c'est lié aussi avec l'hétérosexualité. Donc, évidemment, il y a toute la question de l'homosexualité qui est aussi punie dans ce même mouvement. Puis tout à l'heure, on parlait beaucoup de la binarité entre le pôle masculin et le pôle féminin et la dangerosité qui est reliée au fait de cristalliser ces pôles de façon aussi stéréotypée. Puis je me demandais, c'est une autre question qui vient du public, on peut donc se demander si ces structures de genre, quelles qu'elles soient, ont encore leur raison d'être ou ont leur raison d'être plutôt. Est-ce que ça nous sert à quelque chose d'avoir ces structures de genre? Merci, public. Est-ce que ça nous sert à quelque chose? Moi, oui, c'est-à-dire, est-ce que ça sert à quelque chose? C'est les divisions sociales de la société en catégories. Et donc, on peut dire que d'un point de vue philosophique ou d'un point de vue idéal, il faut s'en débarrasser. Donc, moi, je suis plutôt pour que les distinctions de sexe n'aient plus de signification politique ou de signification importante. Que ce soit... mais c'est ce qu'on espère avec la couleur de la peau aussi. Là. On espère que la couleur de la peau n'ait pas de signification. Donc, d'un point de vue idéal, on peut dire qu'il faudrait que ça soit aboli, qu'on passe à autre chose, qu'on transcende ça. Mais évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne se fait pas simplement en disant « Ah, il faudrait que ça se fasse, donc ça se fait ». Et donc, oui, ces distinctions-là sont importantes
pas parce que je suis d'accord avec ces distinctions-là, mais elles sont importantes dans la mesure où, comme j'ai dit, on est socialisé à être identifié à notre sexe, et par définition, elles sont surtout importantes pour les hommes. Et les sondages montrent ou les études montrent que, par exemple, les hommes, tendanciellement, en général, les hommes sont, par exemple, beaucoup plus dérangés ou beaucoup plus critiques par les personnes qui transgressent les normes de genre que les femmes qui auraient tendanciellement, en général, plus de tolérance envers ça. Parce que pour les hommes, on en tire beaucoup d'avantages et donc c'est très important pour nous. Être un homme le matin, c'est se lever le matin en étant un homme, si on a vraiment intégré cette idée sexiste que les hommes sont supérieurs aux femmes, ben c'est cool, on se lève le matin, on est déjà supérieur à 50% de la population, là. Il y a comme une bonne job de fait, ça. Fait que là, après ça, il faut essayer d'être meilleur avec les autres hommes, parce qu'apparemment, les hommes, on est bon dans la compétition, puis il faut être toujours le meilleur. Mais on a au moins réglé 50% de l'humanité, on est meilleur qu'elle. Donc, pour l'ego, c'est déjà pas pire. Donc, ce qu'on en retire beaucoup, c'est des privilèges, si Exactement, je comprends bien. Bien sûr, c'est ça. C'est comme le capitalisme, les patrons y tiennent beaucoup. Mais il y a peu de patrons qui manifestent le 1er mai pour l'abolition du capitalisme. Puis finalement, ma dernière question est comme une espèce de question synthèse-solution. Je me demandais, puis c'est vraiment une question carte blanche, c'est quoi les pistes de solutions qu'on peut envisager pour aller à la racine des problèmes qui ont été mentionnés? On parlait des problèmes scolaires vécus par les hommes, le sujet délicat du suicide, le malaise qui entoure la séduction, et ce, sans tomber dans les discours masculinistes et tout en prenant en compte la problématique des inégalités hommes-femmes qui demeurent quand même. Oui, ben c'est... les solutions, elles sont difficiles parce que, même si les choses bougent, hein, au Québec, depuis 30, 40, 50 ans, il y a des choses qui ont bougé. Là, la société n'est pas stable. Et le mouvement féministe québécois est un mouvement dynamique, est un mouvement diversifié, est un mouvement important. Proportionnellement à d'autres pays occidentaux, le Québec a un mouvement féministe plus structuré, avec plus de ressources, plus d'énergie qu'ailleurs. Et ça a eu des impacts très importants et très positifs sur la société, sur les femmes, évidemment en particulier. Mais par rapport au discours masculiniste, au discours de la crise de la masculinité, le problème, c'est que par rapport même au sujet qu'ils mentionnent, ils amènent la mauvaise solution. Donc, je reviens à la question du suicide ou des difficultés scolaires des garçons. La solution pour les tenants de la crise de la masculinité, du mythe de la crise de la masculinité, c'est toujours la même. Il faut toujours revenir à une masculinité conventionnelle. C'est quoi la masculinité conventionnelle selon eux? C'est un homme, c'est actif, c'est agressif, c'est compétitif, c'est fort, c'est autonome, ça n'exprime pas ses émotions. Évidemment, c'est pas vrai. Les hommes expriment plein d'émotions, dont la colère, entre autres, mais... Regardez quand le Canadien compte un but, il y a plein d'hommes qui sautent en l'air et qui expriment plein d'émotions. C'est vrai que ça n'arrive pas souvent, mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais donc, la solution des masculinistes pour la question du suicide, ils vont dire la même chose. Ils vont dire, si les hommes se suicident, c'est parce qu'ils sont trop féminisés, il y a trop d'influence, il faut revenir à des modèles forts, des modèles d'hommes qui sont forts, etc. Mais en fait, ces solutions-là, c'est des solutions contre-productives. Et donc, par exemple, pour le suicide et pour les résultats scolaires, les études montrent en réalité que les garçons qui s'identifient le plus à des modèles masculins, virils, compétitifs, sportifs, turbulents, bagarreurs, ben en fait, tendanciellement, ils ont de moins bons résultats scolaires. Et l'élève qui est considéré comme ayant une identité sexuelle un peu ambiguë, il est peut-être gay, il a des lunettes, il lit beaucoup, il n'est pas très masculin, etc., ben c'est lui qui a les meilleurs résultats scolaires. Donc, par rapport à l'école, l'identité masculine conventionnelle, c'est un facteur de risque au niveau scolaire. Tu peux être capitaine de ton équipe de hockey et avoir des bons résultats scolaires, mais si tu es capitaine de ton équipe de hockey, tu peux te dire que j'ai pas besoin d'avoir de bons résultats scolaires parce que ma vie est cool, puis je suis cool, puis ça va bien aller. Et, entre parenthèses, au niveau de l'adolescence, en sciences d'éducation, on voit la même chose chez les filles quand elles rentrent dans l'adolescence, quand elles vont adopter des comportements très féminins au niveau de puis obsédés par la séduction, l'hétérosexualité, etc., leurs résultats scolaires peuvent baisser aussi. Pour le suicide, c'est une catastrophe. Le fait que les hommes, par exemple, la masculinité soit encore identifiée aux armes à feu. Au Canada, c'est 85% des armes à feu privées à peu près sont possédées par des hommes. C'est un très grave facteur de risque au niveau du suicide. Et ça, c'est lié à l'identité masculine.
les femmes font à peu près autant de tentatives de suicide, mais avec des moyens qui sont plus identifiés au féminin, les fameuses pilules, par exemple. Et donc, leurs tentatives de suicide n'aboutissent pas. Mais il y a autant de tentatives des deux côtés. Puis les femmes, vous avez d'autres manières d'exprimer vos crises existentielles, l'anorexie, entre autres, et d'autres expressions de la souffrance que les hommes n'ont pas. Mais le fait que les hommes, que la masculinité soit associée à un homme doit être toujours dans le succès, un échec, c'est comme une humiliation de sa masculinité, que chez lui, dans son placard, il y a son arme de chasse. Bien, cette masculinité-là conventionnelle, c'est un facteur de risque. Et ça ne fait pas partie de la solution, ça fait partie du problème. Et donc, pour revenir à la question sur les solutions, la solution, c'est qu'il faut continuer avec l'aide des féministes. Évidemment, on ne peut pas faire ça tout seul, il faut que les féministes continuent à pousser, mais il faut qu'on essaie de déconstruire et de décrisper cette idée qu'un homme, c'est stéréotypé de cette manière-là, et que les femmes, c'est stéréotypé de cette manière-là, que c'est deux sexes opposés. Il faut avoir des perspectives beaucoup plus floues et mouvantes et je n'aime pas nécessairement ce terme-là, mais disons humaniste plutôt que masculiniste. Et du côté des féministes, évidemment, ce n'est pas le même enjeu, parce que comme les féministes et les femmes, vous êtes en position désavantagée, souvent subalterne, discriminée, bien vous êtes en mouvement de revendication pour plus d'égalité, plus de liberté, plus de solidarité, plus d'empathie envers vous, plus de sécurité aussi pour vous par rapport aux hommes. Et donc, il ne faut pas faire d'équivalent entre le mouvement masculiniste et le mouvement féministe. C'est deux choses pour moi qui sont totalement différentes. Merci beaucoup, Francis Dupuy-Derry, pour l'entrevue et tes perspectives très intéressantes sur le masculinisme et l'antiféminisme. On espère que cette discussion va susciter des réflexions par rapport à l'égalité auprès de notre auditoire. Pour pousser ces réflexions, je vous recommande de lire son livre « La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace », publié en 2018 aux éditions du Remue-Ménage. Ce livre reprend aussi certains éléments de l'ouvrage collectif co-dirigé avec Mélissa Blais, soit le mouvement masculiniste au Québec, l'antiféminisme démasqué, publié en 2015 aux éditions du Remue-Ménage. Finalement, Francis Dupuy-Derry et Mélissa Blais ont beaucoup écrit d'articles sur le sujet, articles que l'on peut retrouver sur Internet, notamment sur la page de Francis comme professeur de l'UQAM dans la section « Publications scientifiques ». Dans un autre registre, il y a le documentaire qui s'intitule « Bitch, une incursion dans la manosphère » que l'on retrouve gratuitement sur la plateforme en ligne de Télé-Québec et qui constitue une fenêtre ouverte sur le phénomène des forums en ligne qui regroupent plusieurs hommes antiféministes et les discours qu'ils entretiennent. J'ai vu ce documentaire récemment et j'ai beaucoup appris, alors je vous le recommande vivement. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode. Merci énormément pour votre écoute. Merci infiniment pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager à votre entourage. Pour être avisé de la sortie des prochains épisodes, abonnez-vous à Regard Féministe sur votre application de podcast préférée. Et pour suivre le Salvas, rendez-vous sur nos pages Instagram, Facebook ou encore sur notre site internet. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Regard Féministe. À bientôt.